aux conditions d'implication des pouvoirs publics guinéens quant à l'obtention des visas. Deuxièmement, l'accueil et l'accompagnement en France. Troisièmement, les difficultés au quotidien, les écueils pédagogiques, la nostalgie aussi. Et enfin, quatrièmement, pour terminer, la problématique du retour et de la réinsertion sociale et professionnelle. L'épineuse question aussi. Pour mieux aborder ces questions, nous avons invité M. Vanek, qui déclinera avec le public à travers un échange les attendus de cet atelier, notamment l'orientation des étudiants, le choix de l'institution de formation, les universités, la préparation au départ vers la France, la stratégie pour une insertion professionnelle réussie. Nous avons aussi sollicité l'apport des responsables associatifs, membres du CNCGF, à travers leurs témoignages, notamment sur les dispositifs locaux d'accueil et d'accompagnement, le niveau d'information à l'arrivée des étudiants dans leur ville d'accueil, la prise en charge, la nature et les spécificités des démarches administratives, les problèmes pédagogiques et les difficultés d'insertion sociale et professionnelle à la fin du cycle de formation. Alors, bien évidemment, au terme de cette table ronde, nous espérons récolter des données suffisantes devant permettre au réseau CNCGF d'optimiser l'efficacité du dispositif CAN, Commission d'accueil des nouveaux étudiants, de renforcer les liens avec les principaux acteurs du secteur, Campus France, Ministère français des Affaires étrangères, les pouvoirs publics guinéens, les universités, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, le CNUS, et autres structures. Encore une fois, pour cette première table ronde, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous le ministre guinéen de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Naïté Moustapha. Et je pense qu'on va lui passer la parole pour effectivement faire l'ouverture de cette première table ronde. Je voulais dire bonjour tous et toutes, mais je vois qu'il y a moins de femmes parmi nous ici, il n'y en a pas beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, messieurs les participants, mesdames et messieurs les organisateurs de la rencontre, le Conseil national des jeunes guinéens de France, mesdames et messieurs nos autres directeurs sur place ici à Lille, jeunes Guinéens des différentes régions de France qui ont fait le déplacement. Je dois d'abord dire merci pour votre accueil et les gages que vous témoignez à l'égard des pouvoirs publics guinéens. En tant que premier représentant de la jeunesse de notre pays, j'ai tenu personnellement à honorer votre invitation pour cultiver les liens de fraternité et de solidarité qui nous unissent, mais aussi parce que les questionnements qui seront posés ici méritent des réponses et des engagements directs. Ce rassemblement, qui n'est pas à sa première, témoigne de la volonté des Guinéens, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, de se retrouver en vue de partager des moments d'humanité, échanger sur leur situation et discuter ensemble des défis qu'ils ont à relever tant dans leur lieu d'accueil que vis-à-vis de leur pays natal. Avec le processus d'ouverture de la Guinée au monde et le processus inclusif entre Guinéens, aujourd'hui une synergie d'acteurs se préoccupe davantage des problématiques des expatriés et au niveau des structures de coopération et au niveau des instances de l'État. La Guinée peut compter plus que jamais sur les apports et les initiatives de la diaspora pour évoluer dans le sens des bonnes pratiques de développement et pour être un soutien inébranlable lorsque le pays traverse des difficultés et des crises à l'image de l'épidémie Ebola.
Dans le souci de cette convergence, un certain nombre de démarches ont été entamées. Création d'un ministère des Guinéens de l'étranger, l'institutionnalisation d'un cadre de concertation, des recommandations peuvent être mises sur l'accompagnement et le suivi des expatriés guinéens et des perspectives peuvent être trouvées ensemble. Je présume que tous ces éléments seront discutés autour des échanges prévus. Je suis venu avec une délégation composée notamment de mon attaché de cabinet, M. Fassiné Sissé, du directeur du bureau de stratégie et de développement, M. Boubacar Baldé, de mon conseiller technique, M. Vincent Bodo, de ma conseillère chargée de mission, Mme Silla, et tous ensemble, nous tenterons d'alimenter le débat et de se rendre disponible pour le public venu pour l'occasion. Du reste, je compte sur la positivité des uns et des autres pour faire que ces 2 journées reflètent l'intérêt mutuel que nous nous portons. Je ne puis rendre la parole sans évoquer toutefois l'année électorale qui se discute en Guinée. Chaque Guinéen, où qu'il soit, et quel qu'il soit encore une fois, doit faire preuve de responsabilité et être à la mesure des enjeux de consolidation du vivre ensemble et du progrès social qui constitueront le devenir de la nation. Au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, nous sommes contents de retrouver des... Alors, sans plus tarder, je vais à présent passer la parole à M. Vanet pour lancer la balle de ping-pong. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je vais me représenter. Effectivement, je suis responsable de l'accueil international au Crous depuis un certain nombre d'années, puisque c'est depuis 1982. Donc vous voyez, donc, les étudiants étrangers, je les connais, je pense, assez bien. Je suis aussi responsable de la culture depuis 1993, et puis responsable du site de Lilin, c'est-à-dire pour le Crous, responsable de toutes les installations, logements ou restauration du campus de Lilin. Donc c'est-à-dire les 6 résidences universitaires, donc 3700 logements, et les 4 restaurants universitaires du campus, puisqu'il y en a 3 plus 1 sur le recueil à côté de l'IUT. Voilà. Effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un échange à partir de un certain nombre de problématiques qu'on peut lancer, et puis de répondre aussi aux questions, à vos questions, plutôt que d'avoir une longue description, un monologue qui serait à la fois moins intéressant et peut-être plus lassant pour l'assistance. Je voudrais aussi signaler que je ne suis pas tout seul pour le Crous, puisque nous avons, peut-être que voilà, vous pouvez, Monsieur Tichani, qui est un administrateur du Crous. Vous savez que le Crous a un conseil d'administration, il y a 7 élus étudiants. Monsieur Tichani fait partie des 7 élus au titre de l'UNEF, donc c'est un élu étudiant, administrateur du Crous aussi. Juste quand même quelques chiffres. C'est vrai que vous avez dit, en gros, on est en France à peu près à 12% d'étudiants étrangers. C'est un peu ce qu'on trouve dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque bon, les chiffres varient de la population étudiante, mais on est maintenant à peu près à 160 000 étudiants dans le Nord-Pas-de-Calais, et donc à peu près à 15 ou 16 000 étudiants étrangers. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé depuis une quinzaine d'années, parce que si on remonte il y a 15 ans, il y avait à peu près 5 000 étudiants étrangers. Donc on est passé sur une quinzaine d'années de 5 000 étudiants étrangers à 15 à 16 000. Voilà, ça c'est la première chose. Si on regarde maintenant les chiffres un peu plus d'étudiants guinéens, parce que je pense que ça peut être intéressant. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres des inscrits dans chaque université, mais au moins par rapport au Crous, il faut savoir que dans la demande de logement des étudiants guinéens, d'abord, vous arrivez en 10e position dans les nationalités, donc vous êtes dans le top 10, comme on dit, quand même, avec 2,19% de la demande formulée par les étudiants étrangers. Le trio de tête, c'est le Maroc, l'Algérie et la Chine. Et effectivement, je confirme que dans les 10 premières nationalités qui sont demandeurs de logement au Crous de Lille, l'Afrique représente à peu près 60% de la demande. Et Lilin, 45% de la demande de logement pour les étudiants étrangers. Vous voyez, donc une université qui, à elle seule, a presque la moitié de demandes de logement des étudiants étrangers. Alors c'est vrai que les étudiants guinéens étaient, il y a une quinzaine d'années, relativement peu nombreux à Lille, puis ils se sont mis à arriver il y a une
bonne dizaine d'années, avec un pic d'ailleurs, d'ailleurs je pourrais, si l'association est intéressée par les chiffres, je le renverrai, mais avec un pic en 2006-2007, puisque là on avait 320 demandes de logement d'étudiants étrangers, contre 69 demandes 2 ans plus tôt. Vous voyez que c'était un... Alors je pense qu'ils ont été bien accueillis, et ensuite je pense que le bouche à oreille a fait que d'autres Guinéens sont venus, mais cette année-là c'était vraiment le pic absolu. Donc cette année-là, on n'a pas pu loger tout le monde. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a un Guinéen qui s'est couché dans mon bureau rue de Cambrai, j'étais à l'époque rue de Cambrai, pour essayer de faire pression pour avoir un logement. Mais voilà, donc on avait cette année-là 320 demandes. Alors j'avoue d'ailleurs que la répartition entre les garçons et les filles, mais finalement c'est un peu à l'image de ce qui se passe dans la salle, les garçons étaient beaucoup plus nombreux que les filles, puisque sur 320 demandes de logement, 265 par des garçons et 55 pour des filles. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait encore la parité. Donc voilà, on est revenu à un peu moins d'une centaine de demandes de logement en 2013-2014 et 2014-2015. Donc vous voyez, on est revenu sur des chiffres relativement plus modestes. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette demande de logement, le pourcentage d'étudiants admis est relativement important. Sauf cette année-là où on a été un peu submergé, mais on est aujourd'hui aux alentours de 80 à 73% de satisfaction pour les étudiants guinéens de logement. C'est-à-dire que voilà, on satisfait plus de 80% de la demande de logement. Ça c'est pas mal parce que pour votre information, pour les étudiants français, ils sont 20 000 en gros à demander des logements, 20 000 pour 6 000 chambres. Donc vous voyez que le taux de satisfaction, il n'est pas de 80%. Ensuite, dans les débats qu'on peut lancer par rapport effectivement aux étudiants guinéens, on peut lancer le problème de l'aide financière. Hein, et on pourra dire que des étudiants, même si naturellement les étudiants guinéens dont les parents sont a priori en Guinée, ne peuvent pas prétendre à des bourses d'enseignement supérieur classique, on va dire, il existe quand même un fonds national d'aide d'urgence, le FNO, qui vient de changer de nom, mais on va se limiter au FNO, avec des aides ponctuelles qui peuvent être attribuées à des étudiants guinéens qui ont momentanément des situations financières un peu compliquées. Il faut savoir aussi que le CROUS aide beaucoup d'étudiants, et je pense que les Guinéens ne sont pas absents de ce dispositif, par des emplois dans nos structures, notamment en restauration universitaire, en agent d'accueil, en veilleur de nuit. On accueille, alors pas 700 Guinéens, mais on accueille 700 étudiants par an dans des jobs temporaires au CROUS. Donc ça, c'est une question qu'on peut traiter aussi. On pourra traiter aussi de l'arrivée des étudiants, parce que l'arrivée des étudiants, c'est sûr que c'est un moment un peu critique, un peu crucial. Je sais par expérience qu'un étudiant étranger, qu'il soit guinéen ou autre, lorsqu'il arrive dans les premiers jours, est dans une situation, on va dire, de fragilité psychologique, qui fait qu'il peut être aussi la cible, on va dire, de toute une série de tentations, entre guillemets, ou de gens de mauvais augure, on va dire. Et c'est pour ça que le CROUS a mis en place, avec l'aide des universités notamment, un dispositif d'accueil des étudiants étrangers depuis 2008. On y reviendra, avec un système de chambres d'accueil, notamment ici sous le campus, il y a 5 chambres mis à disposition des étudiants gratuitement pour 5 nuits, ce qui permet à l'étudiant de se retourner. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il arrive, on peut l'héberger gratuitement, il signe une charte comme quoi il doit partir au bout de 5 nuits, et puis ensuite, soit que l'association peut prendre le relais pour l'aider à trouver un logement, soit le CROUS, soit voilà. Bon. En tout cas, on a mis en place ça, et ça a assez bien fonctionné, même si on s'est aperçu cette année que le nombre de nuits était en augmentation extraordinaire par étudiant. C'est-à-dire que les étudiants ne respectent pas les 5 nuits. Certains restent un peu trop longtemps, et donc ça nous empêche d'aider d'autres étudiants. Donc il y a ça dont il faudra parler. Il y a aussi quelque chose qui m'embête toujours un peu de la part des étudiants étrangers d'une manière générale, et donc les étudiants guinéens sont dans le lot, c'est que quand on fait des activités culturelles, notamment je pense au cabaret du Sully, où on a une programmation à l'année, les étudiants guinéens sont très absents de ça. Donc il y a quelque chose d'assez contradictoire. On ne peut pas à la fois dire on est malheureux, on est tout seul et on n'a pas d'argent, et avoir dans un rayon de 700 mètres, je parle bien en mètres, des activités culturelles qui sont menées, qui sont gratuites, et n'y voir pas grand monde.
Donc ça, c'est une question que je vais plutôt lancer à la salle, que moi, j'avoue que je n'ai pas trop la réponse. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion, notamment au Cabaret du Philly, de faire 2-3 soirées sur quelques années spéciales guinéennes. Là, effectivement, il y avait du monde. Il y avait, on va dire, 90% de Guinéens et puis 10% d'autres. Mais lorsqu'il ne s'agissait pas de quelque chose qui était très, on va dire, corporatiste, on ne voyait pas beaucoup d'étudiants. Et je trouve ça assez dommage parce que, en plus, la programmation, elle est assez large. On y trouve à la fois du concert, mais avec des musiques différentes. On trouve du théâtre, on trouve de la projection cinématographique. Et moi, je reste persuadé que c'est aussi à travers ça qu'un étudiant étranger peut se sentir mieux dans son environnement. Donc là aussi, c'est moi qui vais plutôt poser la question, pourquoi finalement on ne voit pas beaucoup d'étudiants étrangers d'une manière générale, hein, sauf si naturellement on passe la finale de la Ligue des Champions, où là, effectivement, on voit beaucoup de monde. Voilà donc toutes ces questions que je voulais déjà lancer pour un peu introduire le sujet, mais vous dire aussi donc, que j'étais tout à fait à votre écoute pour répondre pour le Crous à un certain nombre d'interrogations que vous avez. Voilà. Merci. Je veux dire juste aussi un point, il y a deux types d'étudiants internationaux. Et il y a ceux qu'on appelle conventionnés, il y a ceux qui ne sont pas conventionnés, ce qu'on appelle les électrons libres, ceux qui ont fait le choix de partir un jour. Et alors il y a une tentation aussi, en cas, est-ce qu'on doit tout conventionner? Quand on conventionne tout, on aura moins d'étudiants, donc on accueillera moins, il y aura moins de possibilités aux étudiants, à une frange d'étudiants de partir et de faire ses études en France. Ou bien on reste sur le modèle actuel. Moi personnellement, je continue le modèle actuel parce que cette aventure de partir soi-même, d'avoir l'envie de partir, il faut que les étudiants internationaux puissent avoir cette chance-là encore. Et c'est très important parce que avoir un projet de faire des études à l'étranger, partir, pas forcément qu'en France, hein, c'est quelque chose de très important. Maintenant, d'un point de vue social, je rappelle que, bien sûr, c'est là où commence tout le problème entre étudiants. On sépare les deux des franges d'étudiants. Parce que les étudiants internationaux, c'est ceux qui sont, et notamment les non-conventionnés. À l'ILA, le nombre, il est, 1800. Vous voyez, à 1800. L'ILA représente 45% d'étudiants internationaux sur l'Académie Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez, donc la préfecture, grosso modo, quand on fait la réunion, c'est souvent l'ILA qui... s'il y a quelque chose à faire, c'est avec nous, parce que l'essentiel des étudiants, il se trouve là. Et c'est là où ça commence les problèmes avec le côté social. Problème de moyens. Alors, nous, on a mis en place un fonds, ce qu'on appelle un fonds social. Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années maintenant, ce fonds-là n'était pas accessible, il n'était pas ouvert aux étudiants internationaux. On l'a ouvert, pas parce qu'on fait plaisir aux étudiants internationaux, c'est parce que ce fonds-là, il provient des étudiants, de frais d'inscription, c'est 16 €, 15 € prélevés sur les frais d'inscription des étudiants non boursiers. Et comme il se trouve que les étudiants internationaux, c'est ceux qui cotisent le plus dans ce fonds-là, il est bien évident, anormal que les étudiants ne bénéficient pas de cette aide. Ça c'est, on va dire, pendant des années, on a fonctionné avec un système qui ne tenait pas. Alors, vous voyez que... et là, bon, il faut dire qu'aujourd'hui, on connaît toujours beaucoup de difficultés, mais l'institution ne fait pas tout. Et c'est là où les associations trouvent leur place. L'entraide, moi ça m'est arrivé, par exemple, si j'ai un étudiant guinéen qui est en difficulté, qui vient d'arriver, je prends le téléphone, j'appelle le président de l'association de dire est-ce que vous ne pouvez pas le dépanner quelques jours, histoire qu'on trouve, etc. Et là, c'est vraiment une solution
de rapidité. Et l'institution ne peut pas faire ça pour une simple raison. Nous, on raisonne en commission. Ça veut dire qu'il faut retirer un dossier, déposer un dossier, passer devant l'assistance sociale. Devant la commission doit avoir lieu et si tout va bien, les fonds sont débloqués pour l'étudiant. Donc l'association, hein, j'arrive, l'association c'est vraiment un relais pour nous, puisque dans la proximité, enfin dans la rapidité, tout de suite on peut répondre à certains problèmes, notamment l'accueil. Vous savez, moi j'ai vu des étudiants arriver à l'accueil de l'université avec leurs valises. Hein. Alors au Crous, je ne vous dis pas, ils voient ça très souvent. Il fallait trouver des solutions et donc le milieu associatif est un bon relais. Je vais peut-être m'arrêter là, juste pour vous dire, pour laisser le temps à la discussion, l'intégration, mot intégration, c'est tout. Nous, on n'a pas trop de problèmes avec les étudiants internationaux. Je ne comprends pas pourquoi le mot intégration. Peut-être il y a des différences culturelles, oui. Mais moi, ce que je sais, c'est que les étudiants internationaux, comme les autres étudiants, doivent participer à la vie de campus, d'accord, découvrir, ne pas rester en communauté, et participer au projet d'établissement. Parce que, quand on disait tout à l'heure, le Crous, il y a un conseil d'administration, on peut siéger à l'université, c'est la même chose. Bah, tout étudiant de l'INA, qui vient d'ailleurs ou sur place, il peut participer et contribuer à la mise en place d'un projet de l'université ou de Crous. Voilà, donc moi, l'intégration, c'est plutôt ça, et pas en sens qu'on entend peut-être trop souvent l'intégration à des choses, plutôt des choses lointaines. Merci. Merci, monsieur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous monsieur Vézignol, directeur de l'EFI Mali, accompagné de monsieur Belgamini, directeur de l'EFI Guinée, donc qui vont nous... Il y a eu beaucoup de difficultés que vous connaissez aussi. Nous n'avons pas suivi un développement linéaire, hein, des choses qui devaient être mises en place depuis très longtemps, que nous sommes encore en train de mettre en place, que d'autres devraient encore continuer davantage, parce qu'il faut que les fondamentaux pour un développement soient totalement installés dans notre pays. En ce moment, tout ce que nous voulons pour que la Guinée soit une Guinée émergente, où chacun de nous souhaiterait revenir très rapidement dans son pays, que ensemble, cette masse critique et intellectuelle que vous représenterez, ou que vous représentez déjà, ensemble, nous pouvons faire changer, bouger les lignes. C'est cela aussi qui est très important. Voilà. J'espère que je n'ai pas été long. Pas du tout. Alors, sous ce coup, je pense que M. Vanek a... Non, je voulais répondre, oui. D'accord. Je vais être assez rapide par rapport à ce que vous disiez en fait. Je vais vous livrer une petite anecdote. L'autre jour, je me suis trouvé dans une agence de voyage en France. Il y avait une Française devant moi. Alors, je ne sais pas où elle allait, mais elle allait à l'étranger. Et j'ai au moins entendu ce qu'elle demandait. Elle a dit « Mettez-moi dans un hôtel où il y a beaucoup de Français ». Mais ça veut dire, tout simplement pour rebondir ce que vous disiez, c'est que pour moi, ça doit être un échange. C'est-à-dire qu'effectivement, la présence d'étudiants guinéens sur une université doit permettre à des étudiants français de savoir ce que c'est que la Guinée-Conakry. La plupart ne le savent pas. On a fait une fois une soirée, parce que la plupart des Français pensent qu'en Guinée, il n'y a que de la percussion en musique. Or, on a fait une soirée qui s'appelait Rite électrique en Guinée-Conakry, sur la pratique de la guitare électrique en Guinée-Conakry. Il y a un film qui a été fait par un étudiant français là-dessus. C'était passionnant. C'était passionnant, peut-être pour certains Guinéens, mais aussi pour beaucoup d'étudiants français qui étaient là. Et inversement, je considère que des étudiants guinéens aussi doivent s'imprégner un peu de la culture française pour ne pas repartir en Guinée qu'après avoir simplement noué des contacts avec des étudiants guinéens d'une autre région de Guinée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je pense que sur la question d'accompagnement et du retour, nous allons solliciter l'intervention de l'OFI, monsieur. Si vous
avez 2 ou 3 mots à dire par rapport à l'accompagnement, au retour, à la réinsertion. Peut-être, oui, juste pour... Oui. Peut-être pour compléter un petit peu ce qui avait été dit tout à l'heure et au regard des questions que certains se posaient, c'est vrai que le premier critère pour nous, pour mettre en œuvre le dispositif, c'est le volontariat, quoi. Donc le premier critère, c'est ça, quoi. C'est qu'il faut que la personne le veuille, le souhaite, et qu'elle ait une idée de ce qu'elle a envie de faire. Et donc ça, personne d'autre ne peut le décider pour elle. Je rejoins les propos du ministre sur cet aspect-là, quoi. Après, sur le niveau de formation, effectivement, c'est une des conditions, et c'est pour ça qu'il y a le système Campus France, parce qu'effectivement, si les étudiants étrangers pouvaient regagner la France pour étudier en France sans condition, je pense que ce serait aussi les mettre en situation d'échec, hein. Donc, alors c'est vrai que c'est une contrainte, c'est des évaluations à passer, il faut répondre à tout un tas de conditions, y compris financières, mais le but c'est aussi de ne pas mettre en difficulté l'étudiant une fois qu'il arrive en France, hein. Donc il y a un autre aspect, c'est sur les types de formations qui sont choisis. Effectivement, nous on voit sur les projets de réinsertion qu'on peut être amené à soutenir, des étudiants qui sont qualifiés, hein, tels que vous faites des formations à des niveaux élevés, mais parfois sur des sujets qui ne correspondent pas forcément à des besoins dans votre propre pays. Et une des difficultés qu'on a, c'est de voir des jeunes motivés, qui ont fait des études, qui sont diplômés, qui souhaitent regagner leur pays, s'impliquer dans leur pays, mais quand on a fait un master, alors il doit y en avoir parmi ici, je ne veux pas dédaigner ces formations-là, mais quand on a fait un master de droit ou de finance, voilà, c'est des secteurs qui sont pas faciles au niveau de débouchés professionnels. Enfin, moi je le vois aussi au Mali, on le voit, c'est très récurrent au Mali, hein, j'en parle du Mali parce que je suis du Mali, mais on voit vraiment beaucoup de jeunes qui sont formés à la finance et qui espèrent trouver un boulot dans une banque. C'est vraiment, mais c'est saturé, ces étudiants, ils ne trouveront pas de poste, il faut être clair, hein, ou en tout cas pas tout de suite, quoi. Alors qu'en revanche, dans ces filières d'ingénierie, il n'y a personne, alors qu'il y a des gros besoins. Et de l'autre côté, on entend du coup des propos aussi, alors moi je me retrouve dans votre situation d'être expatrié, et on entend, mais finalement, on fait venir que des Français ou des étrangers. Ben, oui, effectivement, parce que c'est pas le temps, le fait qu'ils soient étrangers qui l'amène à venir au Mali, c'est parce qu'il apporte les compétences dont il y a besoin, quoi. Et ça, c'est un peu difficile, hein, et même avec les organismes maliens ou guinéens avec lesquels on travaille, c'est eux les premiers qui nous font remonter ces difficultés en disant mais oui, mais les jeunes ils partent faire des études, mais quand ils reviennent, ça ne répond pas forcément aux besoins du marché de l'emploi, quoi. Donc ça c'est un frein, hein, à l'insertion. Merci. C'est la sempiternelle question de la réinsertion sociale. Je pense que avant de passer au second volet du questionnaire, on va laisser réagir monsieur Juste, non, parce que je fais il y a quand même un point, je ne suis pas d'accord. Je veux l'exprimer. Vous savez, les universitaires, par définition, on n'est pas qu'en temps. On a un aspect pédagogique. Alors, en France, on le connaît, hein, il ne faut pas analyser tout par l'insertion professionnelle, par l'emploi. Sinon, ben, l'île 3 fermera demain, hein, l'université de l'île 3. Parce que les littéraires, est-ce qu'on en a besoin? Je pense que ce n'est pas le bon angle d'attaque. Enfin, il faut traiter la question de parcours universitaire. Pour moi, le parcours universitaire, vous savez, sur l'ingénierie, moi je suis... Il fallait pas le faire. Hein, non, j'ai compris, hein, j'ai compris. Il y a une saturation de marché, etc. Qui est là, oui. Mais bien sûr, on l'apprend encore. Mais c'est pareil en France. Hein. Pareil en France. Sauf que, on a vu, par exemple, maintenant, moi je suis dans le génie civil, à Polytech, eh bien on a trop d'étudiants en génie civil. On va saturer aussi le marché. Et du coup, on ne prend pas les étudiants internationaux parce qu'on n'arrive pas avec nos propres étudiants qui sont formés à Lille 1, voire encore, on n'arrive même pas à prendre ceux qui sont ailleurs en France, sur le territoire. Par contre, moi, ce que je suis en train de dire, avant tout, c'est la volonté de quelqu'un, d'un étudiant, d'avoir un rêve, de faire de l'économie, de faire de la sociologie, de faire de la musique. Il ne faut pas oublier ça. Avant tout, c'est ça. Il ne faut pas... Alors sinon...
comment les parents, ils vont tout de suite dire, enfin les parents, on connaît, hein, mon fils veut être ingénieur ou médecin, point. Et l'histoire est finie. Je vais juste arrêter là, c'est un point très important pour orienter les étudiants venant d'ailleurs. Ce que je suis en train de dire, c'est votre volonté. Et après, de toute façon, la formation universitaire, c'est des compétences. Après, comme le dit Monsieur le Ministre, je suis d'accord avec vous, on n'est pas obligé de faire ce qu'on a été formé. On a un niveau qui nous permet, on a une analyse, et c'est ça l'université avant tout. L'université, ça vous donne une force, et vous pouvez vous adapter à tout, à toutes les situations. Vous avez fait économie, vous pouvez aller dans différents domaines, hein. Donc c'est ça le plus important. Après, oui, c'est peut-être, il y a des filières professionnalisantes, et peut-être, et on en a beaucoup, peut-être là-dessus, il y a des canaux qui sont bien orientés. Mais dès le départ, je pense qu'il faut ne pas biaiser le parcours de quelqu'un, en se disant, tiens, le marché il change, hein. En 2 ans, vous n'avez pas les mêmes besoins. L'informatique, à un moment, tout le monde y allait, hop, ça a changé. Aujourd'hui, le génie civil, la crise, moins de construction, demain, voilà. Ce sont des questions, faites attention à ce truc-là. Voilà. Alors là, on a encore une question de temps là. Les gars, soyez très brefs dans la série de questions, tout droit. Oui, bonjour, Monsieur le Ministre, Messieurs les participants, et vous toutes et tous, chers participants à cette honorable assemblée. Je ne sais pas si je peux oser, je dirais talenté, si j'osais. En tout cas, bienvenue d'un Schner, comme on dit, vraiment bienvenue à tous et à toutes. Le Nord, c'est une région d'accueil de migration. Ça a toujours été une terre d'accueil. Donc je suis très honoré de pouvoir assister parmi vous à cette assemblée. Je suis le secrétaire général de l'association Rennes de Femmes. C'est un réseau d'entraide international, nord et sud. Nous intervenons sur le double espace. Nous accompagnons l'insertion professionnelle. Nous sommes plutôt sur un public migrant, d'origine migrante, et nous avons l'occasion, notamment avec le relais ici, l'antenne Assegui Nord-Pas-de-Calais, avec Daouda et son équipe, d'être confrontés à la réalité des étudiants migrants. Nous avons une action, notamment une manifestation le 30 mai, un gala que nous organisons chaque année. Et cette année, nous allons renouveler une action qui est une bourse aux étudiantes. Nous avons été sensibilisés l'année dernière, notamment, je reprends la remarque de M. Van Eyck, qu'ici, sur le campus, des étudiantes migrantes se livraient à la prostitution. Parce que, difficultés financières. Et comme vous s'était signalé, quand on est étudiant, qu'on arrive, déjà le choc culturel, mais quand on arrive et qu'il y a des journées d'intégration, notamment dans certaines écoles, et qu'on n'a même pas les 50 ou 60 euros, que le lendemain on arrive, on dit « Ah, c'est elle ». Donc vraiment, si on peut aider, à nous, à notre humble petit niveau, et là j'invite aussi, je tense en fait Daouda, d'avoir une représentante guinéenne, parce que l'année dernière il n'y avait pas de Guinéen, en fait guinéenne en tous les cas, pour la bourse d'études, à présenter une candidate. Je dirais aussi, pour contribuer, oui, je termine, parce que pour le propos, c'est que demain, j'espère aussi pouvoir vous voir dans votre pays. J'espère avoir peut-être un traducteur, parce que qui sait si le français restera encore une langue officielle chez vous. Mais je dirais aussi, il ne faut pas oublier que parmi ceux qui vous ont précédé, il y a eu des enfants. Les jeunes issus des migrations, ici en France, n'ont pas forcément accès aux études. Si vous prenez les statistiques, vous êtes peut-être les seuls représentants, quasiment en tout cas, de la population africaine étudiante ici en France. Vous avez aussi un rôle ici et là-bas. N'oubliez pas vos frères, vos cousins qui sont ici. Vous avez une richesse énorme. Tout ce que je peux vous encourager, c'est d'être acteur par vous-même et pour vous-même dans votre pays. Merci. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de la Ségui, de l'Interville? C'est du lourd. Big up, Mariam.